Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'enjeu de la stabilisation pour les marchés globaux après une semaine écoulée qui aurait été une semaine de trous d'air, des corrections généralisées à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Les actions européennes ont lâché plus de 3% sur l'ensemble de la semaine passée et donc l'enjeu du moment est de stabiliser la situation, ce qui est en train d'être réalisé en ce moment même. On a vu déjà la séance de vendredi dernier qui marquait le début de cette stabilisation qui se poursuit aujourd'hui avec des indices actions en Europe pour la plupart qui reprennent encore un petit peu de hauteur aujourd'hui et qui permettent au CAC 40 par exemple de se hisser autour de 7140 points à mi-séance au démarrage d'une semaine qui ne sera une semaine importante sur le plan macro, d'une part avec la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin. Ce rapport est attendu mercredi et il montrera à nouveau un phénomène de décélération de l'inflation globale, il devrait malgré tout cristalliser chez les intervenants de marché l'idée que la Fed pourrait bien procéder à un nouvel ajustement à la hausse de 25 points de base de ses taux directeurs à l'occasion de sa prochaine réunion de fin juillet. Et puis l'autre actualité de la semaine sera le coup d'envoi des résultats trimestriels qui commenceront par la publication des chiffres des grandes banques américaines ce vendredi. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, sera avec nous dans un instant en visioconférence pour évoquer ces différents enjeux. Et puis nous reparlerons de l'IA également. Est-ce un thème spéculatif avant tout ou est-ce le début d'un nouveau cycle pour la tech américaine avec un Nasdaq qui a repris 40% en 6 mois. C'est une séquence historique en termes d'intensité pour le rebond des valeurs technologiques américaines. Il convient de s'interroger effectivement sur l'idée peut-être d'un nouveau cycle. C'est Jean-Edwin Rea, gérant chez Quadrille Capital et spécialiste des phénomènes de disruption, qui était avec nous la semaine dernière pour en parler. Et je vous propose de le voir ou de le revoir dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Intéressant de revenir quand même sur le phénomène de marché qui a marqué la semaine dernière. John Plassard est avec nous, spécialiste en investissement de Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que par rapport à la dernière semaine du mois de juin qui avait été une semaine très positive pour les actifs risqués, qui avait vu les indices américains notamment marquer de nouveaux sommets depuis 14 mois, je crois, depuis mars 2022. La première semaine de juillet, la semaine dernière, a été une semaine à front renversé avec un repricing assez généralisé. Et au final, une correction des marchés obligataires et une correction des marchés actions. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement d'ambiance comme ça en quelques jours, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, plusieurs choses. D'abord, des statistiques économiques. On a eu d'abord le rapport ADP sur l'emploi américain qui a montré des plus fortes créations d'emplois qu'attendues aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'était la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine qui a rappelé ce qui n'avait pas été dit, enfin apparemment officiellement, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine va rester extrêmement faucon, va rester extrêmement au quiche et va monter ses taux de 25 points de base à la fin du mois de juillet et potentiellement, et c'est ça qui est nouveau pour le consensus, pas pour la Fed, potentiellement vous pourriez avoir une voire plusieurs hausses de taux en 2024. Et ça c'est totalement, ce n'était pas du tout dans le consensus. Et on avait dit qu'il y avait il y avait deux choses qui étaient très intéressantes, c'était que il fallait que le consensus qui pariait sur une pause, voire une baisse des taux cette année, s'accorde avec la Réserve fédérale américaine qui, elle, tablait toujours sur un discours au quiche, comme je disais, voire deux hausses de taux avant la fin de l'année. Et c'est ce qui a amené à la baisse des marchés. Et d'un autre côté, il faut rappeler une chose, c'est que la Réserve fédérale américaine, elle ne table toujours pas sur une récession, alors que le consensus parie sur une récession aux États-Unis. Et là aussi, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Et lorsque vous avez cette disruption, vous en parliez avant Grégoire, mais sur l'intelligence artificielle, à chaque fois, il y a un choc sur les marchés.
C'est quand même incroyable, hein. C'est vrai que voilà, ça fait plus de 14 mois que la Fed a engagé son cycle de hausse de taux. On est toujours au point. Alors, même si l'intensité des hausses de taux a quand même beaucoup diminué par rapport à ce qu'on a connu en 2022, on reste dans le schéma d'un risque d'avoir des taux toujours plus hauts pour toujours plus longtemps. Et l'inflation qui sera publiée cette semaine, qu'on attend au global à 3% aux États-Unis, ne changera pas le discours de la Fed, sans doute, en tout cas pour la prochaine réunion. Non, tout à fait, parce que vous savez, c'est une tendance, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière clairement par rapport au pic de l'inflation qu'on a eu l'année passée, en début d'année passée. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que l'inflation, c'est pas seulement les prix de l'énergie, c'est pas simplement les prix de la nourriture, mais si on parle des États-Unis, par exemple, c'est les prix des loyers. Hein, c'est le plus important, c'est l'élément le plus important dans le CPI, dans la partie de l'inflation américaine. Et vous avez aussi d'autres éléments comme le prix des voitures occasion ou les voitures neuves qui, elles, ne baissent pas. Donc vous êtes dans une situation où en fait la Réserve fédérale américaine a finalement compris, comme en Europe, que l'inflation n'était pas simplement une inflation transitoire, hein, évidemment, donc focalisée sur l'énergie, mais sur d'autres éléments. Et ce n'est pas parce que vous avez une tendance baissière où on pourrait arriver par exemple à 3%, que l'inflation ne va pas remonter. Et qu'est-ce qui empêcherait l'inflation de remonter vivement ? C'est évidemment aujourd'hui, le seul outil efficace qu'a la Fed, c'est la hausse des taux. Puisqu'on a vu que la baisse du bilan de la Fed, qui fait aussi partie de la boîte à outils, comme ils l'appellent aux États-Unis, de la Fed, eh bien cette baisse qui est drastique, hein, il faut le rappeler, n'a pas vraiment d'effet aujourd'hui sur les marchés, sur l'emploi et même sur l'inflation. L'autre événement qui marquera cette semaine, alors il faudra attendre vendredi pour avoir le coup d'envoi des publications des grandes entreprises américaines, à commencer par le secteur bancaire. On aura notamment JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Dans le secteur financier au sens large, BlackRock publiera également ses résultats ce vendredi. Globalement, qu'est-ce que cette saison de publication des résultats du deuxième trimestre va apporter comme élément d'information pour les investisseurs, John ? Je dirais une chose, et il faut rappeler il me semble, Grégoire, que je dis ça chaque début de trimestre, mais à chaque fois, le consensus attend une baisse des résultats, pour plusieurs raisons, pour les risques de récession potentiels, etc. Et là, à nouveau, on s'attend aussi à une baisse des bénéfices. Si on prend les données de FactSet, les baisses des bénéfices pour le S&P 500, c'est moins 7,2%, ce qui marquerait le plus faible trimestre depuis le deuxième trimestre 2020. Bon, là, on était à moins 31,6%. Mais ce serait la plus faible donnée depuis, comme j'ai dit, le deuxième trimestre 2020. Et puis, on s'attend aussi, le consensus s'attend aussi à une baisse des revenus de moins 0,4%. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que directement pour le trimestre suivant, c'est-à-dire le T3, eh bien, on s'attend déjà à une croissance des bénéfices. Donc, on aurait juste une légère entrée en territoire négatif et immédiatement une croissance des 0,7% si on prend les données actuelles sur la croissance des bénéfices. Et surtout, si vous prenez sur toute l'année, on attend une croissance des bénéfices de 1,1%. Et cerise sur le gâteau, eh bien, pour l'année 2024, Grégoire, tenez-vous bien, le consensus s'attend, les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 11,7%, une croissance des revenus de près de 5%. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on a l'impression que cette récession serait extrêmement transitoire si on avait une et qu'on repartira l'année prochaine comme en l'an 40. On ne voit pas plus de nuages. Le consensus ne voit pas plus de nuages ici au niveau des résultats des entreprises américaines. Bon. On commencera avec le secteur bancaire. Alors intéressant quand même dans le sillage du choc SVB qui aura marqué le mois de mars 2023. Voir quelques mois après quelles sont les données dont disposent les banques sur la dynamique de crédit en ce qui les concerne et les provisions et les pertes également qu'il va falloir prendre sur le crédit bancaire accordé aux ménages et aux entreprises. C'est un peu l'enjeu, j'imagine, pour ce secteur spécifiquement, John. Oui, tout à fait. Et vous l'avez dit, plus personne ne parle du problème des banques régionales aux États-Unis. Il faut rappeler quand même que les taux montent et il faut rappeler que la chute de SVB, par exemple, a été induite par cette montée rapide des
tôt aux États-Unis, besoin de liquidité de start-up et les banques qui ne pouvaient pas leur donner ces liquidités. Donc on est dans une situation où il va y avoir des défauts, ça c'est certain, que ce soit sur les clients des banques régionales ou que ce soit sur les clients des grandes banques. Donc ça c'est la première des choses. Évidemment, il va falloir regarder ça ce vendredi, mais il y a d'autres questions aussi qu'il va falloir regarder, c'est l'impact de l'inflation. Alors l'inflation n'est plus à 7, plus à 5, potentiellement à 4. Quel est cet impact sur les entreprises? Et ce qui est très intéressant, c'est que je viens juste avant qu'on commence, je viens de voir un headline du Financial Times qui dit que les parcs d'attractions aux États-Unis et Disney, pour ne pas les nommer, n'ont jamais été aussi vides. Alors, évidemment, il faut prendre ça avec des guillemets. Oui. Vous savez que Walt Disney, la vache à lait, c'est les parcs d'attractions et ils ont continué à augmenter leur prix. Très intéressant. Et apparemment, on serait arrivé à ce fameux point où on ne peut plus monter les prix pour garder les marges parce que les foyers américains, maintenant, regardent à 2 fois avant d'aller dans le parc à thème. Donc, ouais, phénomène d'épuisement peut-être du pricing power pour certaines industries et là en l'occurrence dans le divertissement, le tourisme, le loisir, ça va être quelque chose de très regardé, j'imagine. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que vous disiez avant, Grégoire, c'est que justement, cette inflation dont on voit la tendance baissière, elle a toujours un impact pour les entreprises qui, elles, ont continué à monter leurs prix. Donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que l'inflation est à 3, comme je disais, potentiellement, et plus à 5, que c'est un élément qu'il faut oublier. Et puis, il y a aussi une donnée qu'on regardera qui est très importante, c'est le nombre de fois que les entreprises vont vous parler d'intelligence artificielle. Il faut quand même voir ici que lors de la publication des résultats du premier trimestre, vous aviez plus de 140 entreprises du S&P 500 qui avaient fait référence à l'intelligence artificielle. Et pas simplement des entreprises de la tech, puisque vous aviez même Coca-Cola qui avait parlé de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, ça touche tout le monde. Alors est-ce que c'est un phénomène d'épuisement en termes de relais de croissance, de thématiques de croissance? Ça aussi, ça va être très très intéressant à regarder. On en parle dans un instant, de l'intelligence artificielle, bulle ou nouveau cycle, effectivement, pour la tech américaine. Un point notable également pour conclure avec vous ce tour d'horizon de l'actualité en ce début de semaine, John, c'est le trou noir déflationniste qui est devenu la Chine. Même le Japon est plus inflationniste que la Chine aujourd'hui. L'inflation en Chine est totalement absente, inexistante, au point que sur un an, l'indice des prix à la consommation ne progresse pas. On est à 0 sur un an en termes d'inflation de prix à la consommation en Chine. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que l'inflation en Chine a toujours été officiellement très basse. C'est aussi le calcul du prix de l'inflation, c'est que l'énergie est, avec tous les guillemets que ça comporte, pas très cher parce la Chine achète de l'énergie peu chère en Russie et puis aussi en Iran notamment. Mais ce qui me semble aussi intéressant de regarder, ce sont les prix à la production en Chine, qui, eux, sont à moins 5,4%, c'est le 9e mois consécutif de baisse. Et on est dans la chute la plus rapide depuis décembre 2015. Donc on est dans une situation où on est dans un affaiblissement de la demande et une modération des prix, notamment des prix de l'énergie et des prix des matières premières. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un impact de notre décélération en Europe et d'une moindre mesure aux États-Unis qui impacte la Chine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'un autre côté? C'est que si on a une déflation des prix, on va importer d'une certaine manière cette déflation. Donc ça va être, l'importation ne va pas être inflationniste mais déflationniste et d'une certaine manière ça pourra nous aider. Mais est-ce que c'est un cercle vertueux? J'en suis pas sûr et c'est un nivellement par le bas d'une certaine manière. Merci beaucoup John pour cet éclairage de début de semaine sur les enjeux macro et micro des prochains jours. Je le rappelle, cette semaine marquera vendredi notamment le coup d'envoi de la saison de publication des résultats des entreprises américaines. John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau.
Et revenons donc précisément sur le thème de l'IA avec 40% de hausse pour l'indice Nasdaq aux États-Unis sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui en fait une séquence sans doute historique en termes d'intensité de rebond pour les actions technologiques américaines. Il y a bien sûr le rattrapage de la baisse de 2022, mais également le thème de l'IA générative qui inonde certaines de ces entreprises au sein du Nasdaq. Bulle ou début d'un nouveau cycle pour la tech américaine. Quelle est la profondeur de ce thème d'investissement autour de l'intelligence artificielle pour des investisseurs en quête de phénomènes de disruption? Nous en discutions la semaine dernière avec Jean-Edouin Réa, gérant chez Quadrille Capital. Le Nasdaq 100, il n'existait pas en 1983, mais le Nasdaq Composite, c'est sa meilleure performance depuis 40 ans. Donc quand on voit que finalement le Nasdaq était assez microscopique et peu important en 83, ça veut dire que c'est probablement la meilleure performance historique. Ouais. En tout cas, à l'échelle de la taille des valorisations, c'est spectaculaire. On va voir le graphe que vous nous apportez effectivement sur cette décomposition de la hausse du Nasdaq. Alors non, on ne voit pas le graphique, mais c'est bon. Ce qu'il faut comprendre dans la performance du Nasdaq, c'est que c'est voilà. Le graphique, donc effectivement, que donc je laisse décrypter. Les 8 plus grosses valeurs du Nasdaq ont généré 76% de performance. Ouais. Ce qui est du jamais vu. Normalement, c'est une performance qu'on trouve même spectaculaire pour des toutes petites valeurs. C'est la manifestation probablement de deux choses. D'abord, à la fin 2022, on avait un peu mal. Et le seul truc qui semblait... C'était moins 30, c'était ça, ouais. Voilà, sur le Nasdaq, oui. Ouais. Et pour d'autres fonds, c'était pire que ça. Pire que ça. Mais c'était une période où on recherchait un peu le refuge et le paradoxe des valeurs GAFAM étendues, c'est qu'elles sont des biens de consommation, elles sont des valeurs de tous les jours et elles sont pas sensibles à la hausse de taux, elles sont très très riches en cash. À la limite, pour elles, la hausse de taux, c'est des revenus en plus. Et dans une période d'incertitude, c'est là que les gens se sont réfugiés. Mais ça expliquerait, je dirais, une petite performance, une surperformance. Mais la deuxième chose... L'aspect refuge de ces valeurs ne peut pas expliquer à elle seule l'ensemble de la performance. Pas du tout. En fait, la deuxième raison, et la vraie, c'est que c'est eux qui capturent la valeur de l'IA dans sa première phase. L'IA, en fait, nécessite quoi? Ce qu'on appelle des Large Language Models, qui sont en fait des centres de données colossaux dans lesquels on va stocker des terabits et des terabits, enfin des hexa et des pétas, enfin bref, c'est des grosses quantités de données. Il faut les traiter et ça coûte très très cher. Une seule puce Nvidia, elle coûte aujourd'hui, un H100 coûte $40,000 et il faut en mettre 20 000 à 30 000. Et ensuite derrière, il faut acheter de l'interconnexion, il faut de l'électricité, il faut des bases de données, du software, etc. Et ça, c'est complexe. Mais la première phase de l'IA, c'était ça. Et je pense qu'on arrive peut-être... Enfin, on a déjà commencé le deuxième rang, mais je pense qu'on va se concentrer sur le deuxième rang à partir de maintenant. Ouais. Si on reste sur le premier rang, moi ça m'intéresse parce que la question c'est bulle ou nouveau cycle. Que le marché a eu raison de commencer par ce groupe de valeurs, donc ça paraît tout à fait légitime, vous dites, et le marché a eu raison de le faire, Jean-Edouin. Combien d'années je sais pas, de chiffre d'affaires on a capitalisé là avec cette progression de ce groupe de valeurs? Jusqu'où le marché est allé dans l'anticipation de ce que ça allait apporter en termes de valeur à ces entreprises? Écoutez, c'est difficile à dire parce que les estimations sont très très vastes. Il y a des gens qui sont encore très sceptiques et d'autres qui donnent des trillions de valeurs à l'impact de l'IA sur l'économie. Un seul exemple, aujourd'hui même, c'était, je crois, Morgan Stanley a publié un papier sur Microsoft. Ils rajoutent 90 milliards de chiffre d'affaires pour fiscal 25. C'est une année qui se termine en juin. Oui, c'est demain. Dans 2 ans, oui, c'est ça, oui. Ils augmentent à peu près de 25% la taille du chiffre d'affaires de Microsoft uniquement sur l'IA. Ouais. En fait, c'est un peu normal parce que là où l'IA se manifeste le mieux et le plus rapidement, c'est dans le code. Et tout est code.
tout est informatique aujourd'hui. Donc si on peut gagner en productivité de programming 50% ou 100% ou plus, en fait, ce n'est que le début. À la limite, GPT-4, c'est transient. Dans 6 mois, on aura GPT-5 et ainsi de suite. Et je vous passe les gens qui s'inquiètent de la puissance excessive, parce que ce sont des outils qui ne sont pas uniquement de calcul, ce sont des outils de créativité. Donc ils inventent des solutions à des problèmes. Il y a des... C'est un débat, hein. Moi j'écoute, alors j'essaye de comprendre et d'écouter ce qu'il dit. Luc Julia, il dit c'est pas de l'IA créative. Hein. Ils ne sont pas tous sur l'idée. Ça dépend. Si vous regardez je sais pas, dans les médias par exemple, on arrive à faire des choses très imaginatives. Mais juste dans le monde du code, il y a, je crois, 7 algorithmes fondamentaux. L'un d'eux, c'est la classification. L'autre, c'est le hashing, c'est le calcul. Il y a des labos qui racontent qu'ils ont déjà, en 6 mois, pour la première fois peut-être depuis une vingtaine d'années, augmenté de 30% par la seule créativité du GPT. C'est pas eux qui l'ont fait. Donc c'est puissant. On va voir. En tout cas, le deuxième rang là où c'est très investissable d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire... Mais plus on descend en termes de rang, plus c'est difficile d'investir, hein, c'est ça. Mais premier rang, les méga caps, les GAFAM. Deuxième rang, alors, qu'est-ce que les vendeurs de rails et de traverses à cette révolution industrielle, qui sont... alors évidemment, il y a les semi-conducteurs. On a tous entendu parler d'NVIDIA, et puis ils ont quelques cousins, comme AMD ou Intel ou TSMC, qui ne sont pas les moindres. On peut aussi descendre dans les bases de données. Dans le Disruption Fund, on est très investi dans MongoDB, qui est un spécialiste du texte. On peut prendre des généralistes comme Microsoft encore ou Oracle, qui a eu assez peu de la faveur des investisseurs pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui, il se trouve, avait de l'excédent de capacité dans son cloud et donc en a bénéficié très récemment. On peut regarder aussi Snowflake, qui fait des clouds dans le cloud, des espèces de sous-clouds sur mesure pour des données ultra hétérogènes, complexes, et qui permet aussi probablement dans un avenir très très proche d'améliorer les modèles. Mais voilà, ça c'est semi-conducteurs, base de données, et puis je pense il y a un secteur qu'on appelle DevOps, qui veut dire Development Operations. Bon, ce sont des sociétés. La plus connue, c'est GitHub. Elle a été rachetée par Microsoft. Il y a GitLab, celle-ci on a en portefeuille. Il y a Atlassian, c'est un peu connu aussi. Ce sont des partages, des gens qui travaillent ensemble pour coder ensemble, et on fait des ajouts et on fait du puzzle et on améliore en équipe. Alors il y a ceux qui disent que ça va justement subir la gain de productivité des outils de GPT, et d'autres qui pensent qu'au contraire, on va en avoir beaucoup plus besoin, on va avoir besoin de partager encore plus. Moi, je suis de toute façon dans le camp que il faut des données, et pour les données, il faut des bases de données et des semi-conducteurs. Donc on est à fond sur cette thématique. Et après, il y a le troisième rang. Ouais, c'est ça. Au-delà du premier rang et du deuxième rang, qui sont les cercles un peu évidents, effectivement, enfin, en tout cas pour des investisseurs spécialisés comme vous, de l'impact positif que va avoir le GPT, l'IA générative. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est quoi les cercles suivants sur lesquels peut-être que les convictions sont un peu plus balancées? J'en sais rien aussi. Oui, ce qui vient après, c'est beaucoup plus fondamental. C'est ce qu'on appelle la deep tech. C'est de la tech fondamentale. Pourquoi? Parce que, comme je disais, le code gagne en productivité, et toute la recherche fondamentale, c'est du code aujourd'hui. C'est de la simulation et de la modélisation. Et donc, elle va être améliorée, et ça, ce sont les sciences de la vie, c'est la science des matériaux, la recherche sur le climat, les essais cliniques, des choses complexes très vastes, qui nécessitent des immenses modèles. Et c'est pas vraiment investissable de manière pointue en bourse. En revanche, il y a un de ces segments qui s'appelle l'informatique quantique, qui est, je pense, à 1 an, 2 ans de sa bascule similaire à celle de l'IA, de GPT. Pourquoi? Parce que ces avancées se font énormément avec de la simulation en code, et que, en plus, c'est extrêmement synergistique avec l'IA. Parce que toute l'informatique depuis 60 ans
elle est linéaire et déterministe. Elle fait du calcul, je sais pas, de la physique newtonienne. Et là, on rentre dans la physique des particules élémentaires, et sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, on rentre dans une informatique qui est, on va dire, parallèle, mais beaucoup plus que les GPU de NVIDIA qui sont juste une illusion du parallélisme avec beaucoup de microprocesseurs. Là, on rentre dans le parallélisme fondamental qui est en fait le calcul probabiliste des résultats. Donc on va pouvoir traiter beaucoup plus de données, des données colossales, telles que j'aime bien utiliser l'exemple du climat, et en même temps, on va réduire le champ des possibles, on va atterrir sur une probabilité 90% de pas 3 degrés sur Terre, et ensuite on passe le relais à l'informatique classique qui va affiner les calculs avec précision. Et en fait, les deux viennent complémenter une sorte de super IA, et c'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a vraiment des bénéfices associés à la vie sur Terre, que ce soit dans les matériaux, la santé, la longévité de la vie, etc. On peut faire beaucoup de choses avec cette révolution, et donc je suis investi dans des petites sociétés telles que IonQ qui D'accord. Sont, voilà, dans le... Donc ça, c'est des... Parce que j'allais dire, vous me parlez du super informatique de demain, informatique quantique, on va retrouver forcément du Microsoft, et oui, du Microsoft, Alphabet, Hitachi, Honeywell, il y a des groupes industriels moins connus qui font ça aussi. IBM est dedans depuis le début. Mais il y a aussi ça c'est grâce à la bulle de 2021. Donc il y aura quand même des disrupteurs. Enfin, il y aura, parce que ces groupes-là, si c'est le retour d'IBM, tant mieux. Moi, je serais ravi que IBM revienne avec un... Alphabet a déjà annoncé Alphabet. Des grands progrès. Ouais. Pour l'investisseur boursier, ça va pas nous changer grand-chose. C'est toujours les mêmes, en fait. Mais non, il y a quand même des nouveaux acteurs qui vont arriver dans ces marchés-là. C'est pour ça que quand on dit que ces GAFAM ont trop monté, il faut tenir compte du fait qu'elles ont toujours la main sur l'innovation. Mais il n'y a pas que eux, et puis c'est pas grave, en bourse vous pouvez investir dans des sociétés plus petites qui, même si elles finissent par se faire racheter, les gens qui ont investi dans OpenAI, créateur de GPT-4, ils sont rentrés, en 2019 ça valait 1 milliard, et en 2022 ça valait 29. Donc il peut se passer des choses, on n'est pas voué à l'échec juste parce que c'est petit. Non, et puis au contraire, partant de petit, la croissance ne peut être que plus spectaculaire encore. Il faut faire attention, acheter n'importe quoi. Bien sûr. Mais moi je mise un peu là-dessus, mais c'est anecdotique. Je veux dire, c'est 2% du fonds. Le thème de l'IA, évidemment, qui restera peut-être le grand thème de cette année 2023. Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital, spécialiste de l'investissement dans les phénomènes de disruption, a été l'invité de Smart Bourse la semaine dernière dans le quart d'heure thématique de l'émission. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.